Merci beaucoup. Donc, je vais parler en français. Merci beaucoup au CELEM d'avoir organisé cette conférence qui met sur l'agenda politique la question de la prostitution. Et c'est très important, essentiellement parce qu'on a aussi organisé un événement à Bruxelles au niveau européen. Et on est content que l'Espagne se joigne à la question et travaille à son niveau ainsi qu'au niveau européen pour faire avancer la chose. Brièvement, le Lobby européen des femmes, c'est la plus grosse association de femmes dans l'Union européenne qui travaille pour l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes. Et je vais directement passer au sujet. Nous, quand on parle de prostitution, on parle de système prostitutionnel qui est quand même la troisième activité illégale la plus rentable au monde, après le trafic d'armes et le trafic de drogue. C'est important de s'en rendre compte, c'est un marché. Et c'est important de se rendre compte que c'est un système. Ça va au-delà de l'image de la prostituée traditionnelle. Il y a une demande, il y a une offre, il y a des organisateurs et il y a un contexte. C'est-à-dire que la société, nous, vous, avons un rôle à jouer. Et tout ça, c'est important pour mettre en place des politiques publiques. Au niveau international, il y a un texte très important qui est la Convention des Nations Unies de 1949 qui rappelle que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite, sont incompatibles avec la dignité humaine et la valeur de la personne humaine. Et je souhaite rappeler cette convention parce que tout travail que vous pouvez faire au niveau de votre gouvernement peut se baser sur ce texte et le rappeler à vos politiques ainsi qu'aux partis politiques. Donc le rôle de ma présentation, c'est de vous faire un tour d'Europe, de ce qui se passe, en accentuant sur la Suède et les Pays-Bas. Mais pour commencer, il faut bien comprendre qu'il y a trois approches principales et que ces trois approches, ce sont trois projets de société. Quand on parle de réglementation, d'abolition ou de prohibition, c'est vraiment des projets de société qu'on met en place maintenant et pour le futur. Donc le projet de société réglementariste, ce sont les Pays-Bas qui a posé comme base le fait qu'on peut choisir d'être prostitué. L'abolition, c'est le fait de dire que la dignité humaine est plus importante que le choix individuel. Donc c'est ce que la Norvège, la Suède et l'Islande ont mis en place. La prohibition, c'est ce qu'on trouve en Croatie. C'est le fait de dire interdisons tout. Donc c'est un peu cacher ce sein que je ne saurais voir. On ne se préoccupe pas de ce qui se passe, on interdit tout. Et je voudrais juste quand même dire un mot sur le terme de légalisation. Quand on parle de légalisation, il faut faire attention. Aujourd'hui, en Europe, la prostitution est légale partout. Dans tous les pays d'Europe, une femme peut être prostituée. Ce n'est pas illégal d'être prostituée. Quand on parle de légaliser la prostitution, on parle de dépénaliser le proxénétisme. C'est très important. Ça veut dire que dans les lois qui interdisaient le proxénétisme, on dit on a le droit maintenant d'être proxénète. Et c'est ce qu'ont fait les Pays-Bas. Ils ont levé l'interdiction des bordels. Donc, la loi disait aux Pays-Bas il est interdit d'être proxénète. Depuis 1999, elle dit non, il est possible d'être proxénète. Et c'est ça qu'on légalise. Ce n'est pas la prostitution en tant que telle. Et c'est important parce que ça remet les choses là où elles doivent être. On parle de proxénétisme et on parle d'exploitation de la prostitution d'autrui. Alors, on va passer aux deux systèmes, les Pays-Bas et la Suède, et on va analyser les résultats après 10 ans, et ces résultats se basent sur des rapports de la police et du gouvernement. Donc, ce sont des rapports officiels. Aux Pays-Bas, l'idée de la loi de 2000, c'était de faire une séparation entre la prostitution libre et la prostitution forcée, avec cette idée que si on sépare les deux, on pourra vraiment lutter contre la traite des êtres humains, parce qu'on pourra identifier les personnes qui sont forcées de le faire. Et donc ça veut dire qu'on crée un secteur où on peut librement se prostituer, qui est un secteur commercial comme un autre. Et donc, quand on a levé l'interdiction du bordel, on a transformé les proxénètes en industriels, en entrepreneurs du sexe. Et on a décidé qu'on avait une différence entre le choix qu'on pouvait faire et la traite, qui était évidemment horrible, et tout le monde est d'accord pour le dire. L'impact, le tout premier impact, il est sur les personnes, et ça, ce sont un rapport du ministère de la Justice qui le montre. Le bien-être des personnes a diminué, il y a beaucoup plus d'utilisation de sédatifs, et tout ce que ça a fait, c'est que ça a complètement invisibilisé les violences et la réalité de la prostitution, qui est un acte sexuel imposé par l'argent.
Ensuite, la police a fait un rapport en 2008 et a découvert que de 50 à 90% des personnes dans l'industrie légale, donc l'industrie qui doit demander une licence, et 50 à 90% de ces personnes sont forcées de le faire. Donc ça a complètement cassé l'image d'un choix individuel. Le crime organisé, lui, il a bien profité de la légalisation du proxénétisme, puisqu'il a pu s'intégrer dans l'industrie légale. Et donc on a vu que la majorité des bordels légaux étaient tenus par des personnes qui ont un casier judiciaire, c'est-à-dire qui ont déjà été arrêtées pour trafic de drogue ou d'armes. Et c'est ce qui a amené le maire d'Amsterdam à dire qu'on était très naïf aux Pays-Bas de penser qu'on pouvait réduire la traite et qu'on pouvait trouver tous les proxénètes et les trafiquants en dépénalisant le proxénétisme, au contraire. Enfin, ça n'a pas empêché la prostitution illégale, le secteur non licencié de se développer. Et donc on avait un exemple de publicité pour la prostitution. Une étude a montré que seulement 17% de ces petites annonces concernent le secteur légal de la prostitution. Ce qui veut dire que 83% des annonces que vous trouvez dans un journal aux Pays-Bas concernent de l'industrie illégale qui n'est pas déclarée. Ce qui veut dire que d'avoir séparé traite et prostitution, on n'a fait que permettre aux trafiquants de venir s'installer, de développer leur business et de ne pas pouvoir, on ne peut plus les arrêter puisqu'on a un système qui légalise les autres bordels. J'espère que vous voyez le système. Passons maintenant à la Suède. Donc la politique de la Suède, elle est basée sur cette convention des Nations Unies qui parle de dignité humaine, qui reconnaît la prostitution comme violence. Et elle part aussi du principe que la prostitution alimente la traite des êtres humains et que la demande est à l'origine de cette traite et de la prostitution. Et donc elle se focalise sur le client, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi des politiques d'éducation à la sexualité, parce qu'il y a des politiques d'aide à la sortie de la prostitution pour les personnes. En tout cas, la première évaluation 10 ans après montre que, évidemment, pour les trafiquants et les proxénètes, c'est beaucoup moins intéressant d'aller s'installer en Suède, parce qu'on va pouvoir y faire beaucoup moins d'argent, et des écoutes téléphoniques ont montré qu'ils préfèrent aller s'installer dans les pays voisins. La prostitution de rue a diminué de moitié en Suède, et c'est très intéressant parce que dans la même période, elle a énormément augmenté dans les pays voisins, en Danemark et en Norvège. Ça ne veut pas dire qu'elle a été reportée sur Internet, et ça ne veut pas dire qu'elle est plus cachée. Ce que la police suédoise nous dit, c'est que depuis la loi suédoise, il n'y a pas eu un seul meurtre dans le milieu de la prostitution depuis 10 ans, alors qu'avant, il y en avait. Donc la violence a diminué. Et c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'en pénalisant les clients, les personnes prostituées se retrouvent dans une situation où elles prennent un rapport de force par rapport à l'homme qui vient, puisque cet homme est déjà en infraction dès qu'il va avoir une personne prostituée. Donc elles pourront dénoncer un client qui demande des choses impossibles, qui est violent. Et ce que nous dit la police suédoise aussi, pour avoir vu des femmes qui sont passées par l'Allemagne ou les Pays-Bas, quand elles arrivent en Suède, elles leur ont dit que ici en Suède, les choses étaient normales, alors qu'aux Pays-Bas et en Allemagne, les clients demandaient des choses complètement hallucinantes, dangereuses, complètement horribles, parce que c'est tellement banalisé que le client est roi, finalement. Et donc, il n'y a pas eu non plus d'augmentation de prostituées étrangères en Suède. La loi a un effet normatif. Je suis d'accord sur l'idée qu'il faut prévenir, faire des campagnes de sensibilisation, mais il faut aussi poser un acte. Et quand on pose un acte avec une loi, on dit quelque chose de très fort à la société. On pose un interdit qui forme et qui forge des valeurs. Et ce que ça a montré, en tout cas en Suède, c'est que la population soutient énormément la loi. Plus de 70% des gens, et beaucoup sont des jeunes parmi ce soutien. Enfin, le nombre de clients a diminué, et ça la police l'avait un peu prévenu, puisqu'elle pensait très bien que si on pose un interdit dans la loi, évidemment beaucoup d'hommes vont se dire finalement je prends des risques pour pas grand chose, et là on retombe sur l'idée d'un marché. La prostitution a longtemps été un marché,
où on prenait très peu de risques et on avait beaucoup de revenus, beaucoup de bénéfices, que ce soit pour les trafiquants comme pour les clients. En faisant une loi, on casse cette idée et donc l'homme se retrouve dans une situation où il doit réfléchir à la réalité de ce soi-disant besoin qu'il aurait. Donc, et donc il y a eu des arrestations, beaucoup d'arrestations, d'amendes qui ont été données aux prostitueurs en Suède. Donc qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux modèles et pourquoi on a une différence telle? C'est parce qu'en Suède, on a appréhendé la prostitution comme un système, on a mis en place des politiques qui s'adressent à tous les acteurs du système, on a qualifié la prostitution de violence et donc on a responsabilisé ceux qui en étaient à l'origine, c'est-à-dire les trafiquants, les proxénètes et les clients. Et surtout en Suède, on a fait un focus sur la prostitution. On est parti de l'idée que traite et prostitution, c'était la même chose. À la fin, c'est la même chose. C'est une femme qui est en face d'un homme, et dès qu'elle ferme la porte de la chambre ou la porte de la voiture, elle est toute seule face à un homme qui impose son désir sexuel par de l'argent. Alors, où est-ce qu'on en est ailleurs en Europe? Rapidement, un tour d'horizon. On a plusieurs pays qui se dirigent vers l'abolition, et Madame Neuville en parlera mieux pour la France. En Irlande du Nord et en Écosse, les gouvernements ont proposé des consultations pour réfléchir à mettre en place l'interdiction de l'achat d'un rapport sexuel. On a aussi une forte mobilisation des associations. On a une coalition en France qui s'appelle Abolition 2012. En Irlande, on a Turn Off the Red Light. Donc c'est un peu un appel. Est-ce qu'en Espagne, on ne pourrait pas avoir aussi une coalition qui aurait envie de porter ça, rassemblant le maximum d'associations? On a des groupes d'hommes qui se mobilisent, je vais vous montrer un exemple. En Belgique également, ça bouge. C'est intéressant en Belgique parce que la Belgique est aussi moitié flamande, moitié francophone, et donc elle est influencée beaucoup par le modèle néerlandais. Et pourtant, les associations de femmes belges ont décidé d'être abolitionnistes. Et puis, on en parle à Chypre, au Luxembourg, et en Finlande et au Danemark, le débat est à nouveau sur l'agenda. La logique du réglementarisme, alors j'ai mis une petite image qui vous parlera, puisque c'est cette fameuse annonce pour une école de prostitution à Valencia, en Espagne. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller quand on banalise et qu'on normalise la prostitution. En Allemagne, peut-être que vous savez, il y a des frais de trottoir pour les personnes. Elles doivent payer un certain montant pour rester sur le trottoir pendant une certaine durée. Donc la logique marchande est allée jusqu'au trottoir, jusqu'à l'espace public. Un peu comme un parc-mètre pour sa voiture, mais pour une personne prostituée. Il y a eu un cas d'une femme à qui on a menacé de retirer les allocations chômage si elle refusait un emploi de prostituée en Allemagne. En Hongrie, on a eu le cas d'une grosse entreprise qui a récompensé ses salariés en les emmenant dans un des grands bains romains de Hongrie et en leur offrant des prostituées à volonté. Pour la petite anecdote, elles avaient un bracelet et la couleur permettait de reconnaître si c'était une prostituée pour les patrons ou une prostituée pour les salariés normaux. Et elles avaient des tampons à chaque fois qu'elles avaient une relation sexuelle. Et enfin, en Espagne, en Autriche et dans d'autres pays, maintenant c'est la course au plus grand bordel d'Europe. Donc, vous dire un peu que derrière tout ça, il y a quand même de l'argent. Et je vais finir par des exemples de campagne, parce que c'est intéressant de voir comment les pays se mobilisent. Et en Espagne, on a des bons exemples. Et j'ai pris cela parce que ce sont aussi des autorités publiques qui se mobilisent, pas seulement des associations. Donc ça, c'est Séville. Voilà, je vous laisse lire. Il y avait aussi Madrid qui avait proposé quelque chose. C'est pour dire que le niveau local peut faire quelque chose. Il faut faire changer les choses au niveau national, mais au niveau local, on peut aussi beaucoup jouer. Ça, c'est encore Séville. Pense avec ta tête. Ça, c'était à Pramp, mais elle est très, très bien. Des exemples aussi de la France, puisqu'on va parler de la France. Donc, le mouvement d'Uni fait beaucoup de campagnes. Celle de gauche est très vieille, mais elle est toujours très, très pertinente. Celle de droite visait à s'adresser aux hommes. Ça, c'est le réseau dont je parlais, un réseau français qui s'appelle Zéro Macho et qui vient de sortir sa nouvelle campagne en proposant aux hommes de se masturber pour un petit peu changer et réfléchir à leurs soi-disant besoins. Et enfin, 2 exemples de campagnes qui ont été menées en partenariat entre les associations et les collectivités locales. Ça, c'était la ville de Strasbourg. Donc, ça dit « Une femme n'est pas un objet, et la prostitution est rarement un choix, toujours une violence ».
Et enfin, la toute dernière campagne qui vient de Loire-Atlantique, qui dit la prostitution est une violence faite aux femmes. Et donc quand il y a des campagnes comme ça veut dire qu'il y a des affiches dans tous les abribus pendant une bonne série de jours. Et c'est vraiment un bon moyen pour attirer l'attention et faire réfléchir les gens. Donc voilà, je pourrais vous donner plus d'informations sur d'autres pays,